La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence cette lecture des journaux ce matin par un anniversaire. En décembre 1973, un livre paraissait à Paris, faisant l'effet d'une bombe. L'auteur avait une stature et la figure intimidante d'un personnage de Dostoïevski, écrit Étienne de Montetti à la une du Figaro. Le livre portait un titre intrigant et génial, L'archipel du Goulag. Et 50 ans après, la voix de Solzhenitsyn résonne encore, affirme le journal, et il faut lire l'histoire incroyable de cet ouvrage. C'est Guillaume Perrault qui la raconte. Tout commence en 1945. Solzhenitsyn, jeune scientifique qui termine la guerre comme capitaine, est arrêté pour avoir critiqué Staline dans une simple lettre. 8 ans de goulag. L'homme se jure alors de mener une lutte à mort contre le totalitarisme. À sa sortie de camp, l'ancien bagnard se fait oublier. Dans l'anonymat et l'indifférence, il écrit un premier petit livre que tout le monde lira, Une journée d'Ivan Denisovitch. Parce que sa chance, c'est que nous sommes en 1961 et Khrouchtchev se bat alors au Kremlin contre les ennemis de la déstalinisation. Ce récit de la vie quotidienne dans un goulag lui paraît le projectile parfait. Et chose inouïe, le livre est donc autorisé à la publication en URSS, puis en Occident où la déflagration est immense. Les communistes français ne peuvent le condamner. Il a reçu l'imprimature du Kremlin. Dans le plus grand secret, celui dont l'aura commence à grandir va s'attaquer à l'écriture de l'archipel du Goulag. Durant des années, il va déjouer la surveillance du KGB et va réussir à transmettre secrètement le texte à un éditeur parisien. Le livre va être retenu 2 ans, car Solzhenitsyn craint les représailles pour ses proches. Ce n'est que quand sa secrétaire est arrêtée qu'il se décide à jouer son va-tout. Il transmet le code prévu pour imprimer le livre. Le premier tome paraît en russe à Paris. C'était il y a 50 ans tout juste. Solzhenitsyn s'attend alors à être assassiné, mais sa statue est devenue trop grande, même pour les sicaires du KGB. Moscou préfère se débarrasser de lui en l'expulsant. Le livre contribuera à démystifier l'URSS. Plus tard, le directeur russe de l'imprimerie d'où sont sortis les premiers exemplaires demandera à être enterré avec l'ouvrage. Voilà, à lire donc dans le Figaro. Ça nous amène à parler de cette conférence de presse de Vladimir Poutine. Oui, comme si l'histoire avait le hockey. Poutine, digne successeur de Staline, s'est présenté à la télévision hier pour défendre son bilan et annoncer, oh surprise, sa candidature à sa propre succession. Dans Libération, Véronica Dormand nous raconte cette farce digne de Nicolas Gogol. Flanqué de 2 intervieweurs aussi lisses que cajoleurs, Poutine a écouté avec un sourire de gros chat satisfait la rhapsodie habituelle de compliments obséquieux sur sa gouvernance. Allez, loin du Kremlin, Olivier Delagarde, nous passons maintenant à un bel exercice journalistique. Celui de Robin Richardot qui signe dans Le Monde une enquête très intéressante sur les parents des émeutiers de juillet dernier, ou plus exactement sur leur mère, car 60% des interpellés sont issus de familles monoparentales. Et d'ailleurs, les autres pères ont tous refusé de répondre au journal. Le Monde raconte ainsi le désarroi, mais aussi une forme de déni de ces mamans qui rejettent toute critique sur leur éducation. « Je suis une bonne mère », explique par exemple Elikia. Quand Obosso, son fils de 15 ans, est interpellé à proximité d'un centre commercial pillé, toute la nuit, elle cherche des avocats sur Internet. « Moi, je voulais que mon fils soit défendu comme il faut. Les honoraires ont coûté cher, mais cela valait le coup. » Obosso a effectivement été relaxé au bénéfice du doute. Quelle histoire. On passe à un autre relaxé de l'actualité, Olivier. Un relaxé particulièrement relaxé pour qui les vicissitudes de la vie sont moins onéreuses. C'est Alain Raymond dans sa chronique de La Croix qui soulève ce lièvre. Hier, Éric Dupond-Moretti était l'invité d'une radio où un auditeur lui a demandé qui avait réglé ses frais d'avocat dans son affaire de conflit d'intérêts. Réponse du ministre de la Justice: il se trouve que mon avocate, Jacqueline Lafont, qui m'honore de son amitié, ne m'a simplement pas présenté sa note. Voilà, le garde des Sceaux qui se fait offrir des mois de travail par une ténor du barreau. Vous allez voir que certains mauvais esprits vont encore avoir des choses à redire. Mais on termine ce matin par un autre personnage flamboyant et qui fut aussi avocat. Dominique de Villepin a droit à la première page de Libération ainsi que les 4 suivantes. Pourquoi un tel honneur, me direz-vous ? On ne sait pas trop. Peut-être tout simplement parce que ce portrait est génial. Villepin, c'est lui aussi un personnage de roman russe, de Tolstoï peut-être, échappé de Guerre et Paix. Diplomate, ancien Premier ministre, marchandeur, entremetteur international, il pense toujours stratégie comme son maître Napoléon, écrit Sophie des Déserts. Il prépare chacune de ses sorties cathodiques dans son duplex princier de l'Ave du Foch. Comment en a-t-il les moyens ? Personne ne le sait. Il vit là avec sa fille et toutes ses œuvres d'art.
Nicolas de Staël, Zaouki, Anselme Kiefer, un véritable musée, paraît-il. Il reçoit toujours en tête-à-tête, vin fin et plat mitonné par son cuisinier. Il a décliné toute rencontre, regrette notre consoeur, mais lui a accordé 3 longs entretiens par téléphone. J'ai 70 ans, je n'aime pas la lumière, ose-t-il lui répondre. Je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à ma conscience. Dominique Galouzeau de Villepin fait désormais partie de ces diplomates vintage, ensuqués dans leur rêve de grandeur gaulo-mitterrandienne. Lisez vraiment ce portrait où l'on apprend 1000 choses, que son coup d'éclat reste bien sûr ce discours devant l'ONU en 2003, où il avait tenté de dissuader les Américains de faire la guerre en Irak, ce qui lui a valu la gloire dans le monde arabe, et ce trait du politologue Bruno Tertrais, qui le qualifia de Patrick Hernandez de la diplomatie française, comparant Villepin au chanteur d'un seul tube. Un tube d'Anthrax, évidemment, Olivier Delagarde. Absolument. Merci beaucoup. Formidable revue de presse ce matin, comme chaque matin d'ailleurs, Olivier. C'est toujours un plaisir. 8h48 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous à 11h.